Bonjour les amis. Après avoir fait un hors-sujet sur l'écologie que j'espère que vous avez vu, après avoir fait un hors-sujet sur la pénurie mondiale qui affecte tout le monde de l'électronique en termes de fabrication, pour nos CPU, nos APU, bien entendu tout ce qui est PC gamer, console, mais beaucoup d'autres choses également, on va parler aujourd'hui du cloud, et oui du cloud, et surtout du bouleversement en termes de gaming que ça va apporter. A tout de suite. Alors d'abord, je voudrais rassurer tous mes nombreux abonnés, ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Non, rassurez-vous, je n'ai pas oublié les anciennes, l'ancien type de vidéo que je faisais. Ça reviendra avec des sujets divers et variés, avec aussi de l'humour, rassurez-vous, des introductions comme vous aimez. Ça reviendra dans le temps, ne vous inquiétez pas. Ceci dit, j'avais envie de faire un petit peu des hors-sujets, surtout qu'en ce moment, on peut dire qu'en termes de gaming, c'est assez entre guillemets pauvre, il y a moins de sujets que d'habitude, moins de sujets chauds on va dire, et donc j'en ai profité pour faire ces hors-sujets. Alors avant de commencer, on va d'abord s'intéresser au streaming. Vous allez me dire, mais pourquoi je compare le streaming avec finalement le cloud gaming? Alors déjà parce que certaines plateformes de cloud gaming ressemblent étonnamment à du streaming, à Netflix en particulier dont on va parler, mais également parce que, bien entendu, les géants, les GAFA, ils sont intéressés pourquoi au cloud? Et pas parce qu'ils ont vu la réussite en termes de streaming de Netflix, pourquoi pas de Disney+, Disney+, qui maintenant monte à toute vitesse, et de Prime Video de chez Amazon dont on va parler. Et donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent au cloud gaming aussi, parce qu'ils voient les retombées économiques que ça peut apporter en termes de nombre de joueurs et bien entendu en termes de finances. Il faut savoir que Netflix, ils ont dépassé les 200 millions d'abonnés et ça y est, oui, ils ont dépassé les 200 millions d'abonnés. Alors si j'ai pris le prix moyen à 11 €, parce que vous savez, il y a une offre d'abonnement à 8 € et une à 16 €, moi je suis à 16 € en 4K. Petite parenthèse, je ne vois pas d'énorme différence entre la 4K à 16 € et la 11 € parce que c'est du stream, donc il faudra que je vérifie si c'est vraiment utile cet abonnement à 16 €, je vous précise, je vous le dirai plus tard en fonction des comparatifs que je pourrais faire. Mais en attendant, on va dire prix moyen de tous les abonnés 11 €, ça fait du 2,4 milliards de dollars par mois de revenus. Et oui, c'est juste énorme. On disait que Netflix était en déficit, je peux vous garantir que maintenant, ils ne doivent probablement plus l'être. Donc c'est pour ça qu'ils lancent d'ailleurs des centaines de productions, on peut dire carrément par an. C'est énorme, mais parce qu'ils ont des moyens colossaux. Disney+, de leur côté, ont 86 millions d'abonnés, c'est quand même pas mal pour le petit dernier qui est arrivé là, assez récemment, et avec un catalogue en plus, on peut dire, où il n'y a pas quand même beaucoup de nouveautés, il y en a quelques-unes mais pas énormément, et surtout axé sur leur propre production, sur tout ce qui est au niveau Star Wars, Marvel, etc., plus d'autres bien entendu, mais c'est pas aussi énorme que Netflix, et pourtant 86 millions d'abonnés déjà, et à 5,8 € par mois si vous prenez l'offre annuelle, ça leur fait quand même quelques 500 et quelques millions, oui, par mois de revenus. Ce qui fait dire à Disney, d'ailleurs entre parenthèses, petite précision, ils ont dit que d'ailleurs ils sortiraient certaines nouveautés directement en stream et non plus par la case cinéma. Ce qui annonce également une autre révolution en plus du cloud gaming qui pourrait concerner malheureusement, je dis bien malheureusement, le cinéma. Nous en reparlerons peut-être dans une autre vidéo. Et Prime Video, là-dedans, vous allez me dire, Prime Video, c'est un peu plus compliqué parce que Amazon Prime comporte énormément de services. Je ne sais pas si vous le saviez, mais pour simplement moins de 5 € par mois. Et oui, c'est 50 € par an. Vous avez Prime Video, vous avez Prime Gaming, vous savez, maintenant le cloud gaming, vous l'avez inclus. Vous avez le Prime Reading, c'est-à-dire vous avez plusieurs centaines de e-books gratuits en lecture. Vous avez Prime Music, et oui, on y va tant qu'on y est, avec l'écoute de centaines et de centaines, des milliers de titres, 40 heures par mois seulement, mais enfin bon voilà, c'est inclus on va dire dans l'offre. Vous avez également en plus un espace cloud qui vous est réservé, 5 gigaoctets où vous pouvez mettre vos données, un peu comme le Google Drive, et en plus vos photos illimitées. Vous pouvez mettre toutes vos photos, c'est illimité en espace. Et vous avez bien sûr la livraison Prime que vous connaissez. Tout ça pour moins de 5 € par mois. Donc voilà, c'est dit, vous comprenez un peu l'impact que ça va avoir, effectivement, le cloud gaming plus tout le reste, le cloud en général, sur nos vies.
Alors, tout ça, bien entendu, les géants, tous les géants, donc Amazon, avec on l'a vu avec le Prime Gaming, mais également Facebook, mais également Apple qui commence à s'intéresser à la chose, et bien entendu Microsoft avec son xCloud et Google avec son Stadia se sont lancés à fond dans le cloud. Et pourquoi je dis que ça va être une véritable, on va dire, un changement de modèle vis-à-vis de notre façon de jouer par rapport au modèle traditionnel qui sont console, PC gamer. Au départ, c'était, rappelez-vous, les boîtes en DVD, puis après en Blu-ray. Et tout ça, ça va peut-être disparaître au profit du cloud gaming à terme. Alors je tiens à préciser que le cloud gaming, je ne l'ai pas du tout vu venir comme vous, comme beaucoup de monde. Je savais que ça existait, mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'importance aussi rapidement. Et beaucoup d'ailleurs d'analystes ne le pensaient pas non plus avant Covid, avant 2020. Ils pensaient effectivement à une augmentation du cloud gaming, c'était logique, mais pas dans des proportions aussi rapides, parce que croyez-moi, ça va aller très très vite selon moi. Je peux me tromper, bien entendu. La première raison de cette augmentation, c'est le Covid. Et oui, le Covid est venu, a un peu chamboulé toutes les cartes, on peut dire. De là, et en plus, avec, vous regardez ma vidéo, les pénuries actuelles de matières premières, de matières diverses, de fabrication aussi, de silicium surtout, et d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme la demande croissante, la 5G, qui vient se bousculer avec tout ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Eh bien, ça fait que finalement, on n'arrive pas à obtenir on va dire, le matériel physique chez nous, c'est-à-dire les consoles, les cartes graphiques, les CPU. On arrive à en avoir quelques-unes. La preuve, hier, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a eu quelques consoles PS5 de lâcher, mais c'est quelques consoles PS5. Comme d'habitude, en 10 minutes, c'était terminé. Donc voilà, on n'arrive pas à avoir le matériel physique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va se tourner vers le cloud. Ça, c'est la deuxième raison. Et par exemple, un des facteurs importants, et on pourrait croire que c'est léger, mais non, ça a été vraiment important, c'était le décollage en particulier de Stadia, c'était Cyberpunk 2077. On s'est aperçu avec Cyberpunk 2077 que, il y avait pas mal de gens qui n'avaient pas la nouvelle console ou une nouvelle carte RTX pour en profiter pleinement, que 2, le jeu sur PS4 et Xbox One, il n'était pas finalisé, il n'était pas très bon, alors que sur Stadia, ainsi que sur PC bien entendu, avec des RTX, on va dire 2080, 2060, 2070 déjà, on pouvait en profiter. Mais tout le monde n'a pas ces cartes-là, et par contre avec Stadia, ou GeForce en l'occurrence, parce que pour mon côté, on pouvait en profiter directement. Et en plus, avec une qualité visuelle très très bonne, GeForce Ray Tracing en plus. C'est-à-dire l'équivalent finalement d'un PC plutôt haut de gamme chez soi. Et donc ça fait réfléchir, on se dit on s'abonne et finalement on profite de jeux comme si on avait un PC gamer chez soi sans avoir à gérer un PC gamer chez soi. Mais le cloud va beaucoup plus loin, il présente des avantages, et oui, parce qu'il ne faut pas rêver, il présente des avantages. Les avantages sont lesquels? C'est que vous pouvez jouer sur tout type d'appareil. xCloud, bien entendu, Stadia, que ce soit aussi Amazon avec son Luna, tous les systèmes cloud. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à faire que vous pouvez avoir votre jeu préféré, Cyberpunk par exemple, et que vous pouviez y jouer sur n'importe quelle plateforme. Sur le mobile, sur la tablette, quand vous êtes en déplacement, chez vous, sur votre téléviseur, sur votre écran PC, partout. Et donc ça c'est assez intéressant. Vos sauvegardes en plus, elles sont bien entendu récupérables. Vous pouvez donc jouer à nouveau et reprendre n'importe où en vacances votre propre jeu, le jeu qui vous intéresse. Donc ça c'est l'avantage du cloud. Donc pas de matériel et en même temps la possibilité de jouer partout. De plus, il y a une étude qui montre qu'effectivement, dans le monde, parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans le monde, le mobile prend de plus en plus d'importance, le jeu sur mobile, puisque c'est plus de 60% maintenant, largement plus de 60% de gens qui jouent sur mobile. Alors attention, cette étude montre des pourcentages de gens qui jouent sur plusieurs plateformes. Ainsi, moi je joue sur console, mais aussi sur PC, mais aussi effectivement sur GeForce, sur le cloud. Donc ça prend tout ça en compte. Mais il y a des gens, on va dire le plus grand nombre de joueurs, c'est sur mobile. On voit que sur tablette c'est aussi assez important, qu'il y a le PC bien entendu et les consoles encore bien entendu, elles n'ont pas disparu pour l'instant. J'espère que ça ne viendra pas tout de suite d'ailleurs. Et si on parle des offres qu'il y a actuellement, on peut dire qu'il y a xCloud, donc de Microsoft, qui d'ailleurs je vous l'avais dit il y a longtemps, que Microsoft, le véritable danger c'était pas Sony finalement avec ses consoles, avec sa PS5, non, le véritable danger pour Microsoft qui vend plutôt, on va dire, du dématérialisé, Game Pass plus xCloud en l'occurrence, et qui veut vraiment gagner le combat du cloud, c'était effectivement Amazon et Google qui sont venus en force. Et oui, et on le voit aujourd'hui. Donc, xCloud est inclus dans le Game Pass Ultimate à 13 € l'ensemble, ce qui est une très 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 belle offre, je le précise.
mais ils ont encore du travail à faire. Alors il faut savoir que Microsoft avance à grands pas hein, sur le xCloud. Il y a plus de 1000 nouveaux appareils qui vont être, qui vont être connecté entre guillemets au xCloud. Tout ce qui est iOS, vous savez, le système Apple, eh bien on va pouvoir normalement avoir le xCloud dessus bientôt. Donc on aura également d'autres nouveautés pour le xCloud qui vont arriver très bientôt. En face de ça, Amazon avec Luna. Amazon avec Luna, qui était plutôt en bêta test aux États-Unis, hein, eh bien ils avancent à grands pas aussi. Alors maintenant il y a plus de 100 jeux de dispo. Alors au début il y en avait 50 et eux également ils déploient sur l'ensemble, sur iOS, sur l'ensemble des plateformes. Et pour finir, il y a Google Stadia que vous connaissez, qui est à 10 € par mois, hein, donc qui est assez cher hein, quand même, lui il faut le préciser, enfin assez cher. Il y a 4 jeux gratuits par mois, il faut le préciser aussi, hein, mais quand même ça fait 10 €. Et vous devez acheter vos jeux, bien entendu. Mais visiblement, ils gagnent des abonnés parce qu'après c'est un calcul qui doit être fait, c'est-à-dire par rapport à une console physique à 500 €, Xbox Series X ou PS5, que l'on n'obtient pas aujourd'hui. Finalement, 10 € ça fait 120 € par an, ça fait déjà 4 années de fonctionnement sous Google Stadia, hein, l'équivalent d'une console. Vous voyez, c'est ce genre de rapport que certaines personnes commencent à faire. Moi, personnellement, je le précise, hein, je suis console, je suis PC gamer physique, je suis physique. Voilà, j'ai toujours eu des PC, des machines, etc. Je suis un peu d'ancienne génération, on peut dire, je suis très, on va dire, console physique, matériel physique. Mais je peux comprendre un tas de personnes, en particulier les jeunes, qui petit à petit se tournent vers le cloud, vers le dématérialisé. Et ça peut parfaitement se comprendre. Si vous prenez, bien sûr, Amazon, Luna, donc là, effectivement, moins de 5 € par mois, la comparaison avec les consoles ne se fait plus. Et si vous prenez le xCloud, là également, si tout le Game Pass est dans le xCloud, à terme, effectivement, ce serait le cas, avec sur toutes les le mobile, les tablettes, le PC, bien entendu, mais également sur, pourquoi pas, sur téléviseur, comme je vais en parler après. Eh bien, effectivement, à 13 € par mois, la console, est-ce qu'elle sert vraiment, la Xbox Series X, est-ce qu'elle est vraiment encore utile? D'autant que si vous avez suivi l'actualité et que vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous avez vu que LG, mais également ça arrivera sur Samsung, Sony, TCL et Hisense et toutes les marques, soyez assurés de ça, eh bien LG va incorporer directement dans l'année sur ces nouveaux modèles, mais pas que sur les nouveaux modèles, sur les modèles 2020, 2019 et probablement même peut-être avant, tous les Smart TV, eh bien ils vont incorporer Stadia de Google. Et oui, Stadia de Google sera directement incorporé dans le système d'exploitation du téléviseur, c'est-à-dire que grosso modo, vous aurez, comme actuellement vous avez un icône Netflix et un icône Prime Video par exemple, et puis bientôt Disney+, vous aurez également le petit icône Stadia, voire même il compte incorporer GeForce de Now également de Nvidia. Et pourquoi pas dans le futur, Phil Spencer l'a précisé d'ailleurs, lui il veut incorporer dans les systèmes d'exploitation des téléviseurs, il veut incorporer xCloud. Vous l'avez compris, vous aurez donc directement le cloud sur votre téléviseur. Car un des reproches qu'on peut faire au cloud, il y en a de nombreux, je vais en parler, mais un des reproches c'était effectivement qu'avant il fallait un petit appareil à côté, comme un Chromecast par exemple pour Google, comme le Shield Pro TV que je possède pour profiter sur le téléviseur de GeForce Now. Et bien demain ce sera fini. Donc dans 4, 5, 6, 7 ans, vous imaginez avec le remplacement des téléviseurs, eh bien oui, vous aurez accès directement au cloud sur votre téléviseur pour jouer, vous n'aurez besoin que d'une manette. Et vous comprenez déjà la difficulté pour les consoles en particulier, ainsi que pour les PC gamers, on peut en discuter également. Alors le premier défaut qu'on va me citer pour le cloud, parce qu'on va parler un peu des défauts, hein, hormis le fait qu'il fallait des appareillages à côté qui vont disparaître, c'est évidemment déjà le problème de la connexion, c'est-à-dire le débit qu'il faut pour faire du stream avec le cloud. Et évidemment, il faut un certain débit. Et ce débit-là, vous ne l'aurez pas, ou très difficilement, avec de l'ADSL. Oui, mais on le sait très bien, dans les 4-5 ans à venir, eh bien, il va y avoir la 5G qui va se démocratiser. Alors, on peut être contre, on peut être pour, mais la 5G va arriver en force. Il y aura donc des abonnements 5G qui vous permettront effectivement de faire du cloud. Il faut savoir qu'il y a une étude assez marrante qui a regardé en combien de temps elle estimait que la 5G allait se démocratiser pour 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. 1 milliard, ce qui est quand même assez énorme. Eh bien, elle estime que ça va prendre 3,5 années, 3 années et demie. Quand vous comparez par exemple avec les 40 années qu'a mis la carte bancaire à se démocratiser auprès de 1 milliard de personnes. Et oui, 40 années. Et pour les banques en ligne, par exemple, ça a pris 19
ans, 19 ans pour que ça se démocratise auprès d'1 milliard de personnes, et ne serait-ce que les mobiles, vous savez, les smartphones, 16 années. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais avant il y avait la 4G, donc la 4G a beaucoup aidé, c'est juste un passage de 4G à 5G. Effectivement, mais ça veut dire que potentiellement, d'ici quelques années, quand la 5G sera déployée, vous aurez 1 milliard d'utilisateurs quasiment tout de suite. Donc 1 milliard de personnes capables de faire du cloud gaming. Il y aura aussi bien entendu la fibre va s'étendre énormément. Alors oui, il y a des coins qui ne seront jamais distribués par la fibre, hein, même si on va dire l'État français a dit que 100% des personnes seraient fibrées, voilà, on peut y croire si on veut, mais oui, il y aura augmentation partout dans le monde de la fibre, ce qui permettra également d'augmenter le cloud gaming. D'ailleurs, si vous regardez les ambitions des différentes compagnies, hein, que ce sont Microsoft, que ce soit Amazon, que ce soit Google, ou Apple, même ou Facebook, parce que Facebook fait du cloud gaming aussi, hein, et donc ils annoncent qu'ils ont ouvert des centres dans différents pays. Plein de nouveaux pays apparaissent avec des data centers. Mais un autre défaut que l'on peut citer, et oui, et là on a raison, c'est la pollution. Et oui, effectivement, c'est tout ce qui est pollution, chaleur et également déchets, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans les data centers, hein, en particulier à cause des batteries, des onduleurs. Vous savez qu'il y a des onduleurs qui permettent, en cas de coupure de courant, de ne pas couper le data center. Et ces onduleurs sont très polluants en termes de recyclage. Il y a beaucoup de produits chimiques aussi pour le refroidissement des data centers. C'est très polluant également. En termes d'écologie, c'est pas terrible du tout. Oui, mais là encore, bon, ils sont pas philanthropes, hein, les GAFA, hein. Enfin, il y a peut-être des gens parmi eux qui sont vraiment écologistes, il faut pas non plus exagérer, mais ils sont pas philanthropes, ils sont là pour faire de l'argent. Mais ceci dit, ils voient bien la tendance actuelle, la tendance c'est quand même que les gens commencent à se poser des questions sur l'écologie, parce que autour de nous, il y a beaucoup de changements que l'on ne contrôle plus. Et donc, bien, n'étant pas philanthrope, mais on va dire intelligent, ils regardent aussi les potentielles lois qui vont arriver, les potentielles restrictions qui vont arriver, restrictions, je vous rappelle, écologiques. Regardez la voiture, petit à petit, c'est de plus en plus contraint. Et donc, ils se disent, on va prendre les devants. Ils ont les moyens financiers. En plus, en termes de vision stratégique, on peut dire quand même qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, hein, les GAFA, hein, la preuve, regardez où ils en sont. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils actualisent tout de suite leur data center. Ainsi, il y a des data centers qui sont mis dans des pays plus froids pour le refroidissement, car le refroidissement coûte 40%, et oui, 40% en termes d'énergie sur les data centers. Ça veut dire qu'il y a 40% qui est perdu rien que pour refroidir les data centers. Et donc, ils vont plus loin. Donc, bien entendu, dans les pays froids pour avoir un meilleur refroidissement. Mais ceci dit, en termes de latence, hein, vous savez, le cloud gaming, il y a beaucoup de latence. Il faut être assez proche, on va dire, des data centers. Et là, c'est pas possible. On peut pas jouer avec un serveur qui est en Norvège. Ça va être quand même un peu plus long que s'il est en France, on va dire, à côté de chez vous, entre guillemets. Mais ils ont d'autres solutions. Déjà, ils récupèrent la chaleur pour chauffer en hiver les immeubles, etc. Et ça se fait de plus en plus. Ils ont des solutions écologiques, entre guillemets, avec des panneaux solaires. Apple, par exemple, se fournit à 100% avec ses propres panneaux solaires. C'est-à-dire ils ont des fermes solaires. Et tout ce qui est, on va dire, cloud de Apple, c'est 100%, on va dire, en énergie propre, dite propre. Parce que les panneaux solaires, c'est un peu polluant aussi, hein, en termes de fabrication. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, ils essayent de rentrer, on va dire, dans tout ce qui est fourniture d'énergie dite entre guillemets écologique. Certains comme Microsoft ont mis des data centers qui sont sous la mer, et oui, sous la mer. D'autres comme Google ont mis des data centers refroidis par la mer, donc plutôt dans les pays nordiques, mais par l'eau de mer. Alors tout ça, entre guillemets, je fais une petite parenthèse, je suis pas sûr que ce soit très très écologique quand même, parce que, on va dire, si vous réchauffez, alors c'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, vous allez me dire, mais si vous réchauffez l'océan, est-ce que ce n'est pas quelque part détourner le problème pour arriver à des solutions qui à la fin risquent d'être mauvaises quand même? C'est un autre débat, c'est-à-dire c'est à mesurer effectivement. Peut-être que c'est effectivement, même des data centers plongés sous l'eau qui chaufferaient un peu l'eau de mer, c'est négligeable par rapport au volume d'eau de mer, hein, l'océan, qui est juste énorme. C'est juste des questions que je pose. Mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, TMG Core, une entreprise, propose un système auto, donc refroidissement liquide, hein, donc, de ses serveurs, des data centers, mais entièrement automatisé, zéro humain, entièrement robotisé. Et d'ailleurs, tous les grands, que ce soit donc les GAFA ou les autres, s'intéressent à ce système. Alors plus d'humains, c'est pas terrible, hein, en termes, on va dire, également de travail, hein, voilà. Mais par contre, ça présente l'avantage que les data centers seraient moins refroidis. Et oui, parce qu'on refroidit également parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur et vous ne pouvez pas faire travailler des gens à 70 degrés ou 80 degrés, ça va être problématique.
Par contre, si on n'a pas besoin d'humains, que ce sont des robots, et c'est le cas dans certains data centers qui sont entièrement robotisés, pour remplacer par exemple les serveurs qui seraient mauvais par des serveurs qui sont à nouveau bons, détection du serveur qui on va dire qui pêche, entre guillemets, on le remplace automatiquement par un robot, et il n'y a plus d'humains, enfin entre guillemets très peu d'humains, qui seraient plutôt à l'extérieur du bâtiment pour faire toutes ces vérifications et tous ces remplacements. L'autre solution qui est envisagée également, qui ferait, on va dire, estimer 25% d'économie sur les data centers, les principaux data centers américains actuels, c'est une ergonomie bien plus intelligente des bâtiments qui sont faits. C'est-à-dire qu'actuellement, on fait des bâtiments voilà, blindés, entre guillemets, on met tout dedans, ça chauffe à mort. Et bien avec des complexes hyperscale optimisés, c'est comme ça que s'appellent ces bâtiments, on pourrait gagner 25% en termes d'énergie. Et donc tout ça fait que peut-être, je dis bien peut-être, qu'effectivement, à force, le cloud deviendra moins énergivore, je dis bien moins, hein, attention, pas énergivore, ça m'étonnerait malheureusement, il va continuer à augmenter en termes de dépenses énergétiques, mais moins énergivore que nos consoles chez nous, ainsi que nos PC gamers. Malgré le fait qu'il y ait un transport de stream qui coûte en énergie. Mais de toute manière, mes amis, je crois que tout ça ne changera pas, c'est-à-dire qu'il y a un train en marche, le train est juste énorme, tous les GAFA se sont mis là-dessus, tous les GAFA vont nous proposer ça à travers les télés, à travers les mobiles, à travers les PC, partout, et la jeune génération va y plonger, j'en suis à peu près persuadé, totalement. Ce qui fait que oui, on est dans une mutation de notre type de jeu, c'est-à-dire de la façon dont on joue. Je pense que dans l'avenir, que ce soit dans 5, 6 ans, peut-être 10, peut-être 15 ans, oui, le cloud gaming sera le premier vecteur du gaming dans le monde, loin devant les PC gamers, loin devant les consoles. Alors vient l'inévitable question que vous vous posez, que je me pose aussi, est-ce que dans 7 ans nous aurons le droit à de nouvelles consoles, voire des cartes graphiques pour les PC gamers, et j'en passe. Ma réponse est oui pour moi. Même si Sony s'est lancé dans le cloud gaming, entre parenthèses, il faut le savoir, hein, avec PS Now, c'est peu mis en avant par Sony, mais c'est du cloud gaming en partie, en tout cas, vous pouvez faire du cloud gaming sur le PS Now. Et c'est fait avec qui d'ailleurs, entre parenthèses, et ben, ça s'appuie sur les serveurs Azure de Microsoft, hein, bah oui, parce que Sony, je vous l'ai dit, hein, les sociétés comme ça auront du mal à mettre des data centers partout dans le monde, ça coûte excessivement cher et en entretien et en installation, donc ils vont s'appuyer sur des sociétés comme Microsoft, comme Google ou comme Amazon. Mais Sony a du cloud gaming, mais c'est pas sur ça qu'il va s'appuyer, il s'appuie essentiellement sur son ADN. Son ADN c'est quoi? C'est la console physique, et oui, et ça restera je pense pour longtemps. Nintendo c'est exactement pareil avec sa Switch, hein, et la Switch Pro qui devrait arriver, même s'ils ont fait du cloud gaming aussi, il faut le savoir, et oui, sur la Switch, avec en octobre la sortie de Control avec du ray tracing sur la Switch, donc c'est assez intéressant. Et ils vont faire, par exemple, ce mois-ci, il va sortir Hitman 3, donc sur Switch également en cloud gaming. Mais c'est pas non plus leur ADN. Leur ADN, c'est quand même la console portable qu'on emmène partout. Alors il y aura peut-être une connexion cloud, effectivement avec du cloud pour pouvoir jouer à d'autres jeux, à d'autres types de jeux, mais ils auront leur propre jeu qui restera sur la Switch. Et ces deux-là, donc, ils vont continuer pour moi à faire de la console dans l'avenir. Microsoft aussi, parce que Microsoft, ils dansent un peu sur les deux tableaux, on va dire. Ils ont bien entendu le cloud, ils vont essayer de l'intensifier au maximum, mais ils ont beaucoup de concurrence avec Amazon et Google, et donc ils vont garder une partie console physique, finalement, pour rallier tous les joueurs. Il y en aura de très très nombreux qui ne veulent pas du cloud pour l'instant, qui veulent des consoles physiques, comme moi par exemple, ou des cartes graphiques PC. A noter que certains vont me dire que je n'ai pas parlé par exemple de Shadow, qui fait du cloud computing, c'est-à-dire la location finalement d'un PC à distance, de la puissance d'un PC à distance pour installer tous les logiciels que l'on veut, que je n'ai pas parlé de Blacknut par exemple. Blacknut, c'est une petite société qui s'est créée à Rennes et qui fait du cloud maintenant, avec 400 jeux, et qui d'ailleurs maintenant s'est implanté en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, qui commence donc à croître. Il y a plein de sociétés qui vont ainsi émerger parce que le cloud, oui, c'est le fer de lance on va dire, du gaming dans les années à venir. On peut parler aussi de GeForce, de Nvidia. Entre parenthèses, Nvidia et AMD ont tout intérêt, par contre, eux, à promouvoir, on va dire, tout ce qui est hardware auprès des joueurs. Les cartes graphiques, en l'occurrence, qu'on ne voit toujours pas arriver. Les CPU pour AMD. Donc, ces deux sociétés proposeront évidemment du hardware pour les PC gamers pendant très longtemps, je pense encore. Ainsi, on peut estimer que dans 7 ans, il y aura encore beaucoup de joueurs qui ne s'intéresseront pas au cloud, ou en tout cas partiellement, comme moi par exemple, mais qui voudront leur console physique à côté.
Mais c'est inévitable pour moi, oui c'est inévitable, le cloud va devenir en termes de revenus pour le jeu, qui dépasse déjà, je vous le rappelle, tout ce qui est cinéma plus musique, hein, le jeu en lui-même, en termes de revenus, en termes de capitalisation, on va dire générale, eh bien le cloud gaming sera le numéro 1, l'acteur numéro 1 dans cette capitalisation, dans on va dire cette masse financière que représente le jeu d'ici quelques années. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.